Bonjour à tous, je vous remercie pour votre participation à la table ronde Encourager un tourisme durable et local. Dans un premier temps d'introduction, je vous propose d'écouter Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, chers amis, vous êtes réunis pour ces 24 heures du climat et je salue l'organisation de cet événement par le député Anthony Sellier notamment. S'agissant du tourisme, c'est une industrie qui est à la croisée des chemins. Vous le savez, la France est entrée dans cette crise épidémique en étant numéro un sur le podium en matière d'attractivité touristique internationale. Et nous n'entendons pas perdre de part de marché à la sortie de la crise, euh, mais ça veut dire aussi prendre en compte, je crois, les externalités négatives qui peuvent être générées par un surtourisme, même si en ce moment nous sommes plus occupés par le sous-tourisme. Mais nous devons réfléchir avec un temps d'avance, manier le microscope pour résoudre les problèmes de maintenant, de la crise, et la longue vue pour dessiner le tourisme de demain, ce tourisme qui doit être toujours plus durable. Et c'est vrai que le développement durable, il sera, je crois, le fil d'Ariane de la transition nécessaire pour le secteur. Ça fait déjà plusieurs années que tout le monde se mobilise, je pense ici au Quai d'Orsay, pour œuvrer à une meilleure répartition des flux, euh, faire en sorte que le tourisme puisse innerver l'ensemble des territoires et ne pas être concentré en quelques points, même si nous avons un certain nombre de joyaux qui effectivement représentent la France à eux seuls. Je crois que les acteurs du tourisme s'en sont pleinement emparés. Au sein du comité de filière tourisme que je préside, nous avons une commission justement dédiée au développement durable avec des acteurs très engagés, je veux les saluer. Et du coup, le contrat de relance et de transformation que nous préparons au sein de ce comité de filière, il sera marqué de cette empreinte. Et puis vous l'avez vu, le plan de relance, eh bien, il comprend un fonds dédié au tourisme durable qui permettra d'accompagner justement l'adaptation des activités touristiques. Je crois que c'est un engagement très concret. Ce plan de relance, il va permettre d'accélérer cette transition. Et c'est tout particulièrement vrai pour des territoires qui vivent très concrètement le réchauffement climatique de façon accélérée. On pense à la montagne qui évolue vers un tourisme des 4 saisons. On a besoin d'aider, d'accompagner un certain nombre de stations justement en matière de rénovation d'infrastructures, de rénovation énergétique également. Et puis, pour atteindre un point qui soit un point d'équilibre justement vertueux, il y a besoin de savoir d'où on part. Et c'est pourquoi, avec l'ADEME, eh bien, nous travaillons à la réalisation d'un bilan gaz à effet de serre du secteur touristique. Et ça nous permettra, à partir de là, eh bien, de nous fixer des objectifs à la fois ambitieux et puis atteignables aussi. Et tous nos outils vont être comment dire, façonnés en ayant cette préoccupation au cœur et véritablement dans la déclinaison des contrats de destination, par exemple, c'est désormais une préoccupation. Donc la France, elle le fait chez elle, et puis surtout, elle porte aussi ce message dans les instances européennes, internationales. C'est le cas au sein de l'Organisation mondiale du tourisme qui se réunit cette semaine. Et je veux dire que je serai également à l'écoute des propositions, des suggestions qui émergeront de vos débats, parce que on a besoin voilà, de toutes les intelligences pour réussir cette transition qui n'est pas quelque chose de facile. Il faut aussi faire en sorte que des comportements évoluent, mais le consommateur, de plus en plus, eh bien, il fait son choix non seulement sur le prix, mais aussi sur cette dimension de développement durable, de tourisme durable. Et je veux à nouveau saluer tous les acteurs qui se sont engagés dans cette démarche et vous remercier d'apporter votre pierre à l'édifice. Donc, chers tous, je suis ravie d'animer cette table ronde Encourager un tourisme durable et local. J'ai le plaisir de recevoir Vincent Rolland, député de la deuxième circonscription de Savoie, co-rapporteur de la mission d'information sur le tourisme à la Commission des affaires économiques, rapporteur pour avis des crédits tourisme du projet de loi de finances 2021 et également coprésident de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. J'ai le plaisir également d'accueillir Camille Thomé, qui est directrice vélo et territoire, ainsi que Émilie Ries de Meuzois, qui est directrice RSE groupe
Pierre et Vacances Center Parks. Rentrons donc dans le vif du sujet. Monsieur le député, en tant que représentant des territoires, selon vous, qu'est-ce que le tourisme durable et en quoi est-ce un enjeu pour le secteur du tourisme en France? C'est une bonne question et quand vous interrogez, ce qui est mon cas en ce moment dans le cadre de mon rapport pour avis des crédits du tourisme, différents interlocuteurs, ils sont bien en peine de vous dire qu'est-ce que le tourisme durable, puisqu'il n'y a pas réellement de définition. Moi, je vais vous donner la mienne, en tout cas la manière dont je perçois les choses, c'est faire mieux dans les années qui viennent et pas forcément faire plus. Tout à l'heure, Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État, évoquait la France comme première destination. Ces premières destinations en nombre de visiteurs, mais pas forcément en qualitatif, c'est-à-dire en chiffre d'affaires, en l'occurrence. Alors, le tourisme durable, le réchauffement climatique, dans ma circonscription, on touche cela de très près, puisque je suis le représentant peut-être du premier champ de neige au monde, avec les stations de sport d'hiver sans doute les plus connues. Et il y a eu un développement extrêmement important pendant 70 ans. Aujourd'hui, Savoie-Mont-Blanc, c'est l'hiver, plus de 41 millions de nuitées touristiques. Et j'ai envie de dire, c'est un secteur qui est aussi dynamique que fragile, parce qu'il a continué de croître dans son activité, mais il est aujourd'hui et à l'avenir sans doute très fragilisé par ces modifications climatiques. Selon les estimations du GIEC, en 2050, on pourra, si on retient des estimations optimistes, ou on ne pourra pas si on retient des estimations plus pessimistes en matière d'évolution de la température, encore skier ou pas. D'où la nécessité de se réinventer. Il suffit de venir voir chez moi les glaciers, ce qu'ils étaient, ne serait-ce qu'il y a 30 ou 40 ans, et à l'échelle humaine, c'est vraiment pas grand-chose. Est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, pour bien comprendre que le réchauffement climatique est là et qu'il faudra faire évoluer notre offre, une offre plus durable. On parlait d'une offre 4 saisons. Je dirais plus modestement, essayons de conserver l'hiver, mais surtout de développer l'été, ce qui a d'ailleurs été franchement le cas pour cette saison estivale 2020, où la montagne a connu un net regain de fréquentation, avec là aussi au rendez-vous la qualité des estivances que l'on n'avait pas forcément connu jusqu'alors. Donc, le développement durable dans le tourisme, c'est aussi savoir se réorienter sur d'autres saisons. Alors après, il y a bien d'autres sujets. Les activités de ski ne sont pas forcément les plus polluantes. Les remontées mécaniques souvent fonctionnent avec de l'énergie verte, pardon. Ce sur quoi il faut que l'on travaille collectivement, ce sont les déplacements pour venir jusqu'à nos destinations, d'une part, et aussi, c'était un des propos de Jean-Baptiste Lemoyne, la question de l'hébergement, puisque cette massification de l'immobilier pendant des décennies s'est faite aussi sans vraiment tenir compte des questions thermiques. Et aujourd'hui, il y a un enjeu colossal en termes de rénovation thermique sur la plupart des sites touristiques, qu'on soit à la montagne ou à la mer. Alors à la mer, généralement, les hébergements fonctionnent l'été et donc on consomme moins d'énergie, encore que il y a les climatisations, mais dans nos systèmes montagnards où il fait froid, notamment l'hiver, il faut pouvoir travailler à ces questions-là. Je vous remercie pour votre réponse. Du coup, monsieur le député a parlé de déplacement. Ça me permet de rebondir et de donner la parole à Camille Thomé. En quelques mots déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de la mission de Vélo et Territoire?
Oui, bonjour Sophie, bonjour à tous. Alors je représente aujourd'hui Vélo et Territoire, une association loi 1901, mais dont les adhérents sont des collectivités territoriales. Vélo et Territoire, c'est le coordonnateur du réseau national cyclable et fédère 110 collectivités territoriales, parmi lesquelles 11 régions, 64 départements, dont les Deux-Savoie. Monsieur Roland, je voyais le point d'interrogation dans vos yeux. 35 EPCI de toute taille. Cela va de Chartres, notre tout nouvel adhérent, au Grand Lyon, la métropole, jusqu'au parc naturel régional du Haut-Languedoc, des territoires mobilisés pour le développement de la France à vélo 2030, ainsi que Voies navigables de France, parce que les voies d'eau sont des emprises et leurs abords sont des emprises très privilégiées pour le développement des itinéraires cyclables, à vocation touristique y compris. Alors, Vélo et Territoire, on propose aux collectivités un cap stratégique qui s'appelle France à vélo 2030. Ce cap stratégique, il vise 12% de part modale vélo. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 3 en France, à horizon 2030 donc, et vise notamment aussi à faire de la France une des premières destinations mondiales pour le tourisme à vélo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes derrière l'Allemagne. Donc, mais on a quand même quelques atouts de notre côté pour devenir en 2030 la première destination pour le tourisme à vélo et quelques arguments à faire valoir. Et dans ce cadre-là, Vélo et Territoire est un fervent partenaire de l'organisme France Vélo Tourisme qui fait la promotion de la destination France à vélo auprès du grand public. Merci pour ces éclaircissements sur la mission de Vélo et Territoire. On a vu depuis le déconfinement un boom du vélo, que ce soit en ville ou pour les touristes. L'été 2020 a-t-il été l'été du cyclotourisme? Et est-ce une tendance que vous considérez de fond? Alors, l'été 2020 l'année 2020 a été une année énorme pour le vélo en général. On est depuis le déconfinement, on est sur des pratiques de plus 30% de fréquentation vélo France entière. Et voilà, par rapport à l'année dernière. Plus 30%, c'est énorme en termes de croissance. Et pour le volet tourisme, Vélo et Territoire, grâce à nos outils de surveillance, la plateforme nationale des fréquentations qui agrège un certain nombre de données de comptage mesurées partout en France, on a fait une observation plus particulière sur les itinéraires représentatifs de la pratique touristique, c'est-à-dire les Eurovélos françaises, les grands itinéraires européens qui traversent le pays. Et sur ces itinéraires, pendant l'été également, on a assisté à une croissance significative, ce qui nous fait arriver à la conclusion que oui, on est vraiment dans un boom du tourisme à vélo en France. Alors après, dans le détail, est-ce que c'est du tourisme à vélo en séjour ou en itinérance ou de la mobilité à vélo dans le cadre de ses vacances? Ça, les compteurs ne font pas ce détail-là, mais quoi qu'il en soit, il est clair et net que le vélo est un outil de tourisme durable à part entière. Et du coup, en quoi le cyclotourisme a-t-il une place au sein du tourisme durable? Est-ce qu'il y a une approche durable qui combine des retombées socio-économiques pour les territoires? Alors c'est clair, hein, Monsieur Roland l'évoquait tout à l'heure, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs typologies de touristes, entre l'excursionniste voilà, qui va faire un aller-retour sur la journée, le touriste en séjour, le touriste itinérant dont il est beaucoup question parce qu'il dépense plein de sous et qui mange, il aime bien se faire des bonnes tables et qu'il va dans des hébergements souvent marchands, etc. Il y a plusieurs typologies de touristes et il y a plusieurs typologies de touristes à vélo. Il y a un gros sujet sur le tourisme alors je préfère appeler ça moi tourisme à vélo parce qu'il est tellement multifacette que cyclotourisme, on a tendance à, dans l'imaginaire collectif, imaginer des gens qui enfilent, qui ont que des sacoches, qui enfilent des kilomètres et qui font éventuellement de l'itinérance ou un peu de la longue distance. Or, le tourisme à vélo, c'est dès lors qu'on passe une nuitée à l'extérieur de chez soi. Voilà. Et que le principal motif ou principale activité, c'est le vélo. Voilà, que ce soit en séjour, en itinérance, etc.
ce qu'on réalise, c'est qu'en fonction des endroits où on se trouve, sur le littoral par exemple, il y a une pratique cyclable. On pense évidemment à l'île de Ré, mais on pense aussi à tout le bassin aquitain. On pense aux plages des Pays de la Loire. On pense également à la Bretagne. Sur certaines zones littorales, bon nombre d'entre elles, le vélo, c'est un outil de mobilité sur le lieu de vacances et de tourisme. Imaginez si tous ces cyclistes qui bougent à vélo sur leur lieu de vacances étaient à la place dans leur voiture, ce serait absolument invivable et intolérable. Donc, il y a tout un enjeu de mettre les gens sur des solutions décarbonées lorsqu'en vacances pour atténuer les effets négatifs du tourisme qui, de façon saisonnière, est quand même un tourisme un peu massif avec des populations locales qui sont multipliées par 10 ou 100 en période estivale. Un autre élément qui est tout à fait intéressant sur le tourisme à vélo, c'est qu'il permet de diffuser beaucoup de tourisme sans que ce soit du surtourisme. C'est une emprise au sol qui est quand même relativement modeste. Donc, c'est très, très, très économe en utilisation d'espace. Et puis, enfin, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les Français, pour le tourisme domestique, parce qu'on a beaucoup assisté évidemment à une consommation de type domestique cet été, pour les raisons que l'on sait. Les Français, un des premiers motifs et une de leurs premières activités en vacances, c'est le vélo. C'est quelque chose qu'ils adorent. Tous les Français ont un vélo, même s'il est plein de toiles d'araignée dans leur garage. Tous les Français, il y a beaucoup de Français qui ont un vélo qui dort ou qui est utilisé. Et vraiment, c'est associé à l'imaginaire des vacances et des loisirs. En France, le vélo au sens très large, le marché du vélo et l'économie que l'on peut attribuer au vélo en retombées économiques directes, c'est 8,3 milliards d'euros par an. Sur ces 8,2 milliards d'euros par an, pardon. Sur ces 8,2, il y en a 4,2 qui sont à attribuer au tourisme à vélo. C'est considérable. Voilà, c'est vraiment considérable. Et donc, des tourismes qui ne génèrent, alors après on peut discuter de l'épaisseur du trait, mais qui génèrent aussi peu d'externalités négatives, qui génèrent autant de retombées économiques dans les territoires, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et puis autre élément, le tourisme à vélo, alors c'est pas tout à fait un tourisme 4 saisons, pour autant, c'est assez caractéristique pour étendre la durée de la saison touristique. Le tourisme à vélo peut commencer dès le mois d'avril. Réchauffement climatique faisant, c'est vrai qu'il commence à faire bon dès le mois d'avril-mai, et peut tirer la saison jusqu'à fin octobre. Et du coup, c'est vrai que pour les activités de tourisme qui sont souvent très, très saisonnières, là, on a une capacité à étaler et à déprécariser un petit peu ce phénomène-là. Et puis, pour répondre à la question, Sophie, du volet retombées économiques et touristiques, le tourisme à vélo, de manière générale, est un tourisme qui rapporte. Il rapporte parce que les études socio-économiques qui ont été conduites le long d'itinéraires cyclables en particulier, l'historique étant la Loire à vélo, mais il y en a beaucoup d'autres maintenant en France qui se développent. En moyenne, c'est 68 € par jour et par touriste à vélo. C'est plus qu'un touriste moyen en France, il faut le savoir. Et les itinéraires qui sont un peu historiques, comme la Loire à vélo encore, mais ce n'est pas le seul, la Vélodyssée qui a conduit une enquête l'année dernière, on est sur du 71 € jour par touriste à vélo, et la Loire à vélo qui avait commencé à des niveaux qui est monté en gamme progressivement et qui a structuré tout un écosystème d'offres de services locaux, restauration, hébergement, réparation, sites de visite, accueil, etc., avec un déploiement de la marque Accueil Vélo adapté aux cyclistes en particulier. Eux, ils sont aujourd'hui sur un niveau de dépenses jour à hauteur de 80 € par touriste à vélo. C'est considérable, c'est croissant et ça fait qu'à Vélo et Territoire, on a pour usage de dire c'est un investissement public rentable. Voilà. Merci. Je vais me tourner vers Émilie Riès de Meuzois, du groupe Pierre et Vacances Center Park. Émilie, pour un grand groupe d'hébergement comme le vôtre, qu'est-ce que cela veut dire un tourisme durable et local? Oui, bonjour Sophie, bonjour à tous. Donc nous, le groupe Pierre et Vacances Center Parks, donc on opère dans
en Europe, essentiellement Belgique, Pays-Bas, Allemagne, France, Espagne, avec de plus en plus un développement avec les franchises sur le pourtour méditerranéen. On est très présent, hein, monsieur Roland, dans votre territoire, c'est peu de le dire. Et donc, juste pour donner 2-3 chiffres, on a aujourd'hui quasiment 280 sites d'hébergement touristique et on a 2 marques phares que sont Center Parcs et Pierre et Vacances. Et on a la particularité d'être à la fois développeur immobilier, mais on opère derrière et on est là quand on s'installe sur un site, on est là pour longtemps. Oui, la question en effet du tourisme durable qui a été évoquée d'ailleurs par Monsieur Lemoine, qu'est-ce qu'on met derrière? Nous, concrètement, c'est un tourisme en fait, qui se soucie et qui prend des mesures concrètes pour limiter son impact sur l'environnement. Ça, c'est clair, mais il y a aussi vraiment cette notion d'ancrage local, de relation avec le territoire qui, pour nous, est complètement inhérent à nos opérations. L'idée étant de créer une destination touristique comme on a pu le faire hein, sur certains sites comme Center Parcs, quand on s'installe dans des campagnes qui étaient quasiment pas fréquentées alors, ou de s'inscrire dans des territoires qui sont déjà qu'on a d'ailleurs participé pour certains à développer, pour ne pas citer Avoria par exemple. Et tout l'objet est de se poser la question de comment est-ce qu'on peut bénéficier, créer de la valeur ensemble pour les territoires. Donc, nous, on se pose cette question sous 4 volets concrets hein, dans la démarche RSE sur l'ensemble de notre cycle de vie. Il y a vraiment cette notion, comme je le disais, à limiter l'empreinte carbone et environnementale. Le second pilier, c'est vraiment créer de la valeur avec et pour les territoires. Le troisième volet, c'est vraiment d'enrichir l'expérience client par le développement durable. Et ça, c'est un sujet auquel on tient beaucoup parce que pour embarquer les clients, et on a besoin d'eux en fait dans cette démarche-là, il faut une projection positive. Il ne faut pas une écologie punitive, mais une écologie qui soit au contraire aussi inquiétant soit le bilan climatique, et ça, c'est une évidence, il faut qu'on crée un tourisme durable désirable. Et du coup, penser expérience client dans cette notion de durabilité, pour nous, est quelque chose de vraiment important. Et le quatrième pilier, c'est d'embarquer nos collaborateurs. Donc, pour réagir sur les sujets qui sont vraiment importants dans tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'est vrai que le sujet du moment, quand même, c'est vraiment le sujet à la fois carbone et climat, adaptation, transition climatique. Sur le sujet carbone, bon, nous, on a cet atout, c'est d'être un tourisme local et de proximité, puisque par définition, on est situé en France, en Espagne, on s'adresse beaucoup à des marchés domestiques. En moyenne, hein, un client Center Parcs ne fait pas plus de 250 km pour se rendre sur un de nos sites. Pour autant, on a un véritable enjeu de mobilité. Et la mobilité, c'est vraiment le sujet qui est un sujet collégial. Nous, par exemple, quand on prend le bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie de notre activité, la mobilité de nos clients, c'est le premier poste. Donc, c'est un sujet qui nous concerne. Pour autant, nous ne packageons pas, donc nous ne sommes que des hébergeurs, mais on a une responsabilité vis-à-vis de ça. Donc, c'est vrai que le premier point que j'aurais aimé souligner avec vous, c'était de se dire travaillons plus ensemble, notamment sur cette fameuse logistique du dernier kilomètre. Nous, on a une clientèle très familiale, c'est quand même très pratique de se mettre tous dans une voiture et puis de monter en station. C'est vrai que certaines solutions comme les ascenseurs à Bourg-Saint-Maurice ou des bonnes rotations, quand elles existent, entre la vallée et la station, mais c'est aussi vrai hein, sur les destinations de mer, bien qu'il y ait encore plus de travail à faire. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on doit avancer de façon collégiale. Et puis, le second sujet qui nous intéresse beaucoup et qui nous préoccupe et sur lequel on travaille, c'est la rénovation énergétique de nos bâtiments. Donc là, c'est sûr que nous, on s'y attelle, enfin, on s'attelle plus à limiter nos consommations d'eau et d'énergie, notamment avec des certifications sur les bâtiments neufs, mais l'empreinte, le véritable enjeu, il est sur les bâtis existants. Donc, c'est vrai qu'en tant que résidence de tourisme, en plus, on a un statut qui est un peu différent. Donc, c'est sûr que tous les dispositifs qui existent et qui ont pu être cités, notamment dans les différents rapports de M. Pelva ou bien le rapport d'Antec-Roux et encore le plan de relance qui a été évoqué,
parle de ce sujet de rénovation, il faudrait qu'on aille vraiment dans une granularité fine pour être sûr que la performance énergétique soit bien un sujet qui soit aidé et poussé et qui concerne l'ensemble des opérateurs par différents dispositifs d'incitation fiscale ou autres. Donc voilà en gros les deux sujets qui on ne va pas tout évoquer aujourd'hui, mais qui sont importants pour nous. Merci. Donc, effectivement, quand vous mentionnez rénovation énergétique, on imagine donc que le tourisme a un impact sur le changement climatique, mais le changement climatique a aussi un impact sur le secteur du tourisme. En tant qu'opérateur du tourisme, que constatez-vous sur les territoires sur lesquels vous êtes basé? Ça, c'est une vaste question. On constate la même chose que ce constate aussi, je pense notamment au rapport d'Antec-Roux qui fait état. En effet, si on parle par exemple, Monsieur Roland, de l'enneigement en montagne, qui est un sujet extrêmement compliqué, hein. Selon l'orientation, on ne peut pas se limiter juste à une estimation d'enneigement par rapport à une simple altitude. Ce qu'on constate, nous, quand même, c'est qu'il y a un moindre enneigement, mais ça, ce n'est pas nous, c'est le constat qu'on fait. En tout cas, l'enneigement pose vraiment question et nécessite, comme disait Monsieur Lemoine, vraiment de prendre à bras-le-corps ces impacts du changement climatique. Nous, ce qu'on a fait, en fait, concrètement, évidemment, on participe au groupe de travail sur le tourisme 4 saisons. J'ai envie de dire déjà, allons à fond sur le tourisme 2 saisons. Il y a un vrai sujet là-dessus. Je pense que au niveau, enfin, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on peut faire nous en tant qu'opérateurs, et on peut revenir dessus, Sophie, si vous voulez, mais en 2 mots, nous, on a travaillé en fait sur les risques physiques qui sont liés au changement climatique. Donc, les risques primaires, plus de tempêtes, plus de vagues de chaleur, etc. Et les risques secondaires que sont l'enneigement, la limitation du trait de côte. Ça, on ne travaille pas là-dessus pour le plaisir, c'est pour se dire concrètement, est-ce qu'on est à risque et évaluer vraiment financièrement quelles zones, quel hébergement, quels sites touristiques chez nous sont touchés pour prendre des mesures, de se dire à un moment, en tout cas avoir un très bon diagnostic par rapport à ça. On évalue aussi les risques de transition, c'est-à-dire tous les risques qui sont liés aux risques de marché, aux risques réputationnels. Ça paraît un peu théorique comme ça, mais sachez que c'est des sujets sur lesquels les financiers nous challengent de plus en plus. Et c'est une bonne façon vraiment, je trouve, la notion de risque, de se dire, on sait très bien que le changement climatique, il est là, il a commencé, il ne fera qu'accroître, donc prenons le sujet à bras-le-corps, d'autant plus qu'on voit qu'il faut qu'on travaille de façon collégiale et travaillons ensemble sur des stations pilotes, par exemple, qu'elles soient balnéaires ou au ski, pour se dire, eh bien, travaillons ensemble les opérateurs, les collectivités locales, les différents opérateurs du tourisme pour montrer à quoi pourrait ressembler toujours un tourisme désirable qui aurait fait cette transition énergétique, cette transition climatique. Vous nous parlez de risques, mais du coup, est-ce que faire face au changement climatique et à ses impacts, est-ce que ça peut être aussi une source d'opportunité pour un opérateur comme vous? Oui, bien sûr. Et bien sûr, dans la mesure où un opérateur comme le nôtre, nous sommes donc répartis sur les territoires pour situer le territoire français, par exemple. Et c'est vrai que l'augmentation conséquente qu'on a pu constater l'année 2009 ayant été l'été le plus chaud, on l'a tous vécu, on l'a tous expérimenté. Certaines régions peuvent devenir moins attractives, même si c'est des mouvements un peu plus lents. Par contre, alors je ne peux pas vous citer de chiffres parce que là, on est dans une période de publication de résultats semestriels, donc je ne peux pas vous donner de chiffres financiers précis. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a eu une attractivité croissante qui commençait à se sentir depuis 2 ans, mais cette année, en plus avec l'effet Covid, de destinations comme la montagne, la Normandie ou la Bretagne, où il fait plus frais, où on a plus d'espace potentiellement par rapport à d'autres sites. Donc oui, faut-il, encore une fois, qu'on soit prêt à proposer une
une vraie proposition de valeur. Je pense notamment aux stations de ski qui ne doivent pas être vues comme des stations de ski avec une offre estivale, mais il y a une véritable offre estivale. Enfin, peut-être que M. Roland, vous avez vous exprimé là-dessus, mais vraiment faire ce switch. Nous on prend déjà nos responsabilités et puis on souhaite être présent en montagne. Sachez que l'ensemble de nos sites en montagne sont ouverts en été. Est-ce que ça répond à votre question, Sophie? Oui, merci, merci Émilie. Je vais me tourner maintenant vers Camille, qui du coup nous a vendu le cyclotourisme, enfin en tout cas le tourisme à vélo, je vais me reprendre, comme vraiment étant une opportunité d'opérer une transition vers le tourisme durable. Quels sont les leviers, Camille, pour développer le tourisme à vélo et maximiser les co-bénéfices socio-économiques, environnementaux ainsi que culturels? Alors, c'est une très très grande question, hein, tout ça, mais globalement, le tourisme à vélo, c'est pas un tourisme à vélo à tout prix. C'est un tourisme à vélo qui soit compatible avec les valeurs et ce que le développement durable, dans toute sa grandeur, implique, c'est-à-dire beaucoup de choses. Ce que l'on voit sur le tourisme à vélo, et notamment pour se dire un territoire donné veut à la fois le développer un peu à 360 degrés, c'est-à-dire à la fois de la boucle de découverte locale pour les gens en séjour, mais aussi de la grande itinérance, parce que ce sont des personnes qui dépensent éventuellement un peu beaucoup plus que les autres en tourisme à vélo, et puis veulent également jouer la carte de l'attractivité, parce que le fait d'être une ville cyclable, une commune cyclable, etc., c'est très attractif pour le cadre de vie des concitoyens, mais du coup, par défaut également pour les touristes qui seraient amenés à résider. Donc, c'est vraiment un tout. Donc, du coup, ça passe par plusieurs ingrédients, cette recette. C'est tout d'abord, alors pas de l'infrastructure cyclable forcément dédiée, mais des itinéraires cyclables ininterrompus, maillés, structurés, et pas juste dans sa commune, mais reliés aux communes voisines, aux départements voisins, aux régions voisines et aux pays voisins si possible lorsque vous êtes en situation transfrontalière. Ça, c'est super important. C'est ce qui provoquera, alors des vacances à vélo, puis du vélo au quotidien dans la vie de tous les jours, ou à l'inverse, du vélo au quotidien dans la vie de tous les jours et se dire pourquoi pas du tourisme à vélo. Il faut voir que le touriste à vélo, c'est un multirécidiviste, d'accord? Donc, touriste à vélo un jour, touriste à vélo toujours, il aura tendance à faire son premier crash test sur la Loire à vélo pour se tester parce que c'est un peu le premier, et puis après il dira ah c'est pas mal finalement, et après il va collectionner les itinéraires, il va collectionner les destinations cyclables et il va devenir un utilisateur invétéré. La condition pour qu'il vienne, qu'il reste et qu'on soit en mode séduction, comme vous disiez Émilie tout à l'heure, ça va être les conditions d'accès à la destination cyclable. Et pour ça, il va y avoir une grosse carte à jouer, et ça rejoint l'accessibilité des stations de montagne, des center parks ou de toutes les destinations, c'est la notion de l'intermodalité. Alors, il pourrait y avoir plusieurs choses. Ça pourra se caractériser par de la possibilité, et la LOM va y aider, il y a des décrets d'application qui vont sortir là-dessus, d'embarquer des vélos non démontés à bord des cars et des trains, y compris sur des liaisons intercités, des liaisons TGV, des liaisons transnationales, si possible au niveau européen, train de nuit et compagnie. Donc, le plan de relance à cet égard, il est intéressant parce qu'il fixe quelques objectifs sur la mobilité durable, dont sur le train, dont sur le vélo. Donc là-dessus, c'est un coche très important. La LOM aussi fixée à partir dès l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, pour les nouveaux cars, dont les cars interurbains, de ménager la possibilité d'un emport de 5 vélos non démontés. Donc désormais, les constructeurs de cars vont devoir au catalogue proposer ce type de solution, et ça, notamment pour les stations de montagne, on voit tout de suite comment ça peut être tout à fait intéressant pour les desservir autrement que par la voiture individuelle avec l'emport des vélos. Et puis, il y a aussi le système vélo qu'il faut développer. Émilie parlait tout à l'heure de la rénovation énergétique, thermique, etc. Je pense que
dans le panier de la mariée, dès lors qu'on est dans l'optique de la rénovation d'un bâtiment, quel qu'il soit, il faut toujours et systématiquement envisager aussi le stationnement vélo sécurisé. Quitte à faire des gros travaux, autant y aller franchement et autant, dans ce package-là, faire du stationnement sécurisé, fiabilisé, dans les grandes largeurs, accessible, simple, pour aménager la possibilité de la mobilité décarbonée sur le lieu de séjour ou, pourquoi pas, y compris aussi pour des cyclistes qui souhaiteraient se rendre sur telle destination à vélo, qu'ils aient la possibilité de le faire. Donc ça, c'est tout un écosystème cyclable qui ne doit pas faire l'impasse sur les opérateurs du tourisme. Et enfin aussi, dans les ingrédients utiles, il y a le fait que le tourisme à vélo, ça peut vraiment être un accélérateur, un ingrédient pour améliorer le tourisme domestique et de proximité en tout cas. C'est vrai que le touriste à vélo ou les cyclistes en général auront à cœur de choisir une destination pas trop loin, préféreront les destinations qui sont desservies par le train, parce qu'il commence à y avoir quand même une toute petite, tout petit souci environnemental. Beaucoup de personnes se refusent désormais à prendre l'avion ou à chercher des destinations lointaines pour leurs vacances parce qu'ils ont mauvaise conscience, hein, tout simplement. Et donc, là-dessus, ça va faire la différence entre une destination qui sera attractive pour des touristes à vélo et une destination qui le sera moins parce qu'elle sera juste pas accessible en mode, par le train avec le vélo dedans. Et enfin, et ça, on peut faire l'analogie avec les locations de ski en hiver, parce que la plupart des skieurs aujourd'hui, il y a encore un peu de neige, il en reste, ils vont pour la plupart d'entre eux louer des skis une fois arrivés en station. Et c'est la majeure partie d'entre eux, y compris les plus chevronnés. Et probablement que sur les destinations cyclables aussi, on va vouloir y arriver en transport en commun, en transport collectif, et ne louer son matériel qu'une fois sur place pour pouvoir, sur place, se déplacer à vélo. Pourquoi pas faire du VTT à assistance électrique dans la montagne à vélo pour des stations 4 saisons, etc., etc. Donc ça, clairement en France, il va falloir le développer très largement. Et donc ça fait écho au service et au fait d'avoir des opérateurs de location, des opérateurs de transfert de bagages en one-way, des opérateurs de transport qui sachent renseigner correctement les touristes à vélo, parce que bien souvent, il y a aussi un problème de renseignement à la source, et puis des réparateurs, des loueurs, etc., etc. Ok, donc il y a effectivement du boulot pour développer le tourisme à vélo. Je vais me tourner vers monsieur le député. Est-ce que déjà vous avez des, des- des premières remarques ou commentaires sur les interventions de nos, de Camille et d'Émilie? Je ne vais pas être original, mais j'ai envie de dire que je buvais leurs paroles. S'agissant du tourisme à vélo, le département de la Savoie, il y a déjà une dizaine d'années, même un peu plus que ça, a lancé une politique particulière d'aménagement de pistes et de voies cyclables en y consacrant chaque année plusieurs millions d'euros. Et aujourd'hui, on voit le territoire de plus en plus fréquenté par les touristes à vélo. Et pour répondre aux attentes de Camille, les magasins de sport qui louent effectivement des skis l'hiver, l'été louent une quantité très importante de VTT à assistance électrique. Et l'assistance électrique dans la pratique du vélo a révolutionné la discipline. Moi, je rencontrais il y a quelque temps un fabricant au salon du véhicule électrique à Val d'Isère, d'ailleurs, et il me disait que l'assistance électrique allait permettre de pratiquer le vélo en tribu, comme on peut pratiquer d'ailleurs le ski en tribu, et donner des accès que l'on n'aurait pas eu en temps normal en termes de point de vue, de point haut, de panorama. Donc c'est une activité qui explose littéralement. Et tout à l'heure, on parlait, ou Camille plutôt évoquait
ce que rapporte par jour un touriste à vélo, on va arrondir autour de 70 € selon les secteurs. Un randonneur, par exemple, c'est 2 fois moins. Et maintenant, il n'y a plus personne, j'ai envie de dire, à la montagne l'été qui ne pratique pas cette discipline. Il y a là, en tout cas, un vecteur extraordinaire pour faire, comme je vous le disais tout à l'heure, évoluer la fréquentation et de passer d'un tourisme qui était très axé sur les sports d'hiver. Alors, les sports d'hiver, je reste confiant, comme Pierre et Vacances d'ailleurs, sont encore là, je pense, pour un bon moment, mais il faut aussi trouver d'autres voies d'activité et étendre la fréquentation sur d'autres saisons comme celle de l'été. Et vraiment, le vélo est un capteur extrêmement important. Je voudrais revenir aussi sur la question des transports. De la même manière, il faut encourager les transports par le fer, mais en même temps, on nous supprime la desserte Eurostar qui part de Londres et qui arrive en Tarentaise pour l'hiver prochain. Ça fait des années que je milite pour le train de nuit parce que je suis convaincu qu'il correspond à une attente de la clientèle plutôt que de venir en voiture. Croyez-moi que c'est difficile. Alors, le gouvernement a annoncé l'ouverture pour 2021 de 2 nouvelles lignes, Paris-Nice et Paris-Tarbes, je crois, ou Hendaye, je ne sais plus, enfin, en direction du sud-ouest. Il y a, je crois, encore d'autres lignes à rajouter à ce programme-là. Ça me paraît vraiment indispensable. Et puis aussi, bousculer un petit peu les activités. Je me tourne vers Émilie de Pierre et Vacances, des hébergeurs. Savoie-Mont-Blanc a lancé, il y a maintenant un peu plus d'1 an, une opération qui s'appelle Ski m'arrange. Ski m'arrange, c'est de pouvoir bénéficier de séjours décalés, de telle sorte à ce que l'on ne soit pas, notamment pendant les vacances d'hiver, sur le traditionnel samedi qui engorge les trains, qui engorge les routes et qui fait l'insatisfaction de tout le monde. Au début, on m'a rigolé au nez, mais quelques opérateurs ont emboîté le pas et on a, année après année, des croissances à 2 chiffres de vacanciers qui veulent venir en séjour décalé, soit sur des séjours plus courts et parce que les moyens de transport en commun le permettent, soit sur des dimanches, en évitant les engorgements que l'on connaît habituellement. Et bien avant le Covid, nous avons déjà essayé du côté de Savoie-Mont-Blanc de bousculer un petit peu ces habitudes parce qu'on voit bien que la situation n'est plus tout à fait tenable. Monsieur le député, vous venez de mentionner le Covid-19 qui est aujourd'hui la plus grave crise de l'histoire du tourisme. Considérez-vous que c'est une opportunité de transformation vers un tourisme local et durable? Forcément, mais il faudra poursuivre nos efforts dans la durée. On s'est tous félicités cet été d'avoir retrouvé une certaine clientèle française. Il y a, je ne sais plus si c'est 6 ou 9 millions de Français qui chaque été vont en vacances à l'étranger. Ça n'était pas le cas cette année, mais ne nous leurrons pas. Pourquoi ça n'était pas le cas? Parce qu'il y avait des contraintes administratives extrêmement fortes et une incertitude sanitaire qui, les deux rassemblés, portait une crainte auprès du consommateur vacancier et ce dernier a préféré la destination France que de tenter, pour le coup, une certaine aventure à l'étranger. Alors, il faudra poursuivre dans ce sens-là, qui consiste à s'adresser aux clientèles françaises et donc à cette clientèle ou à ces vaccins de proximité, évitant de longs déplacements qui, comme vous le savez, en termes de gaz à émission d'effet de serre, sont, comment dirais-je, sont négatifs dans leur pratique. Merci. Je rajouterais juste oui, quand allez-y, je même, vous en prie. pour étayer ce
que je viens d'essayer de dire s'agissant du tourisme durable. Plusieurs enquêtes ont été faites auprès de vacanciers européens. Et une majorité disait être prêt à payer un peu plus cher son hébergement s'il était vertueux en termes d'environnement, ou un peu plus cher son transport si lui aussi prenait en compte les questions de réchauffement climatique. Mais on a vu, et en tout cas dans les auditions que je suis en train de faire, qu'il y a encore un décalage très important entre ces intentions et la réalité. Généralement, le taux de transformation est seulement de 2 ou 3%, ce qui est encore très insatisfaisant, et ce sur quoi il faut que l'on travaille. Et puis, il faut peut-être aussi proposer aux acteurs du tourisme un label, et pas forcément une kyrielle de labels, parce que trop de labels tue les labels, un label qui permettrait de distinguer les démarches vertueuses en matière de protection de la planète, tout en ayant évidemment des activités de loisirs. Camille, vous souhaitez rebondir sur ces propos? Plus sur l'aspect Covid, parce que c'est clair que ça a eu quand même des effets. Je pense qu'à retardement, ils vont taper dur, ils vont taper fort sur pas mal de secteurs, dont le secteur touristique. En France, on est une grande destination touristique en quantité, peut-être pas en niveau de dépenses, mais en quantité en tout cas. Là, ce qui s'est vraiment cassé la figure, et ça va se ressentir fortement depuis la rentrée, c'est le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, c'est un gros pourvoyeur de retombées économiques touristiques en France. Et là, je ne parle plus de vélo du tout. Et tout le tourisme de congrès, tout le tourisme d'affaires, vous allez à Paris pour une réunion, vous dormez à l'hôtel, vous mangez au restaurant. On pense aux réunions au Parlement européen à Strasbourg. Eh ben, les parlementaires restent à Bruxelles en ce moment et il y a un manque à gagner qui est considérable pour Strasbourg et l'Eurométropole. Tout cela en cascade, mis bout à bout, on se retrouve avec un tas d'infrastructures aujourd'hui, des centres de congrès entiers, des hébergeurs entiers. En ce moment à Paris, on peut dormir dans un hôtel 4 étoiles au quart du prix habituel parce que les hôtels ne sont pas vides, mais enfin quand même pas très loin. Et ça, sur le secteur, c'est très, très impactant. Il va falloir trouver des solutions. Alors les solutions, si on les avait, ce serait trop simple. Mais pour s'accommoder aussi de l'effet Covid, qui va, à mon avis, ne pas faire revenir le tourisme d'affaires de sitôt, parce que d'autres modalités d'intervention, de réunion, la preuve en est cette table ronde que nous faisons tous en numérique, chacun à notre niveau. Désormais, ça c'est possible, donc ça va économiser quand même énormément de déplacements. Ça fait penser les choses autrement, les collaborations autrement, la mobilité autrement. Mais du coup, toutes ces infrastructures touristiques, il va bien falloir les transformer et faire en sorte qu'elles soient accueillantes. Donc pour revenir au tourisme à vélo, je pense que des grandes villes maintenant comme Paris qui accueillaient des quarts de Chinois, des quarts de Japonais, etc., il fallait enregistrer sa réservation au château de Versailles 6 mois à l'avance pour espérer avoir une place. On n'est plus du tout dans la même configuration. Mais pour autant, c'est une opportunité, je pense, pour réfléchir à quelque chose d'un peu plus durable, qui ne ferme pas le quart de ses hébergements parce qu'ils sont mis sur Airbnb, mais du coup, il n'y a plus d'habitants dedans. Voilà, c'est quand même une opportunité pour se poser des vraies questions sur le tourisme durable, sur le tourisme de croisière, dont on voit bien que c'est vrai que c'est un gros secteur économique, mais finalement, le tourisme à vélo, il pèse tout autant que le tourisme de croisière. Il est beaucoup moins impactant sur le climat. Donc, il va y avoir des choix, des arbitrages qui vont être tout à fait importants et qui interrogent plein de secteurs d'activité comme l'industrie du pays, comme les orientations liées au plan de relance, comme etc. etc. Donc, c'est vraiment un élément d'ensemble. Donc, à Paris, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait des établissements accueil vélo absolument partout. Paris est traversé par un certain nombre, par la Vélocénie, par la Scandibérique, des itinéraires nationaux structurants. Il y a une offre, par exemple, francilienne aussi d'itinéraires. On pourrait imaginer que les Parisiens, qui sont quand même un bassin de vie de quelques millions de Français, puissent partir à l'aventure au sortir de chez eux à vélo
et irriguer toute la France sur les itinéraires cyclables. Ce genre de paradigme, je pense que là, on a tout intérêt à franchir le cap. Merci. Et Émilie, du coup, est-ce que vous voulez nous partager quelques exemples des engagements, quelques exemples concrets des engagements du groupe Pierre et Vacances Center Parks et qu'on se projette sur nos prochaines vacances locales? Alors, il y a des engagements qui sont plus de l'ordre, on va dire, pour toujours tirer ce fil du changement climatique et en tout cas de ce que nous tentons de faire pour limiter nos gaz à effet de serre. C'est de vraiment travailler à la fois sur la sobriété de nos bâtiments et de faire aussi un pas vers, plus qu'un pas, un vrai pas en avant vers le taux de couverture en termes d'énergie renouvelable. Donc là, par exemple, tous nos nouveaux projets sont systématiquement équipés d'une part d'énergie renouvelable, que ce soit une chaufferie bois, un raccordement au réseau de chaufferie bois ou bien la géothermie, comme ça a été le cas sur Village Nature à côté de Paris. Et on a aussi, du coup, comme on le disait tout à l'heure, hein, les bâtiments neufs, c'est une chose, mais le véritable impact, et le travail, il est à mener sur le bâti existant. Ce qui est un peu plus complexe pour nous parce qu'en fait, nous ne sommes pas propriétaires de nos bâtiments, d'où l'intérêt de se dire des incitations pour les résidences secondaires, pour les résidences de tourisme, parce que nous, on a cette capacité à emmener nos propriétaires, faut-il que les dispositifs existent. Donc, on a un engagement d'avoir un taux de couverture de 60% de nos besoins de consommation d'énergie Center Parks par des énergies de renouvelables à horizon 2025, sachant que dans cette part-là, une part sera couverte et est déjà couverte par l'achat d'énergie verte sur le réseau, hein, parce qu'on ne peut pas, nous, vu nos besoins, on ne peut pas se suffire d'équipements sur site. Donc ça, c'est un premier point. Le second, en termes d'expérience client, parce qu'on en a beaucoup parlé, on a racheté il y a peu de temps une start-up, du coup, qui n'en est plus une, qui s'appelle Rendez-vous chez nous. Et l'idée, voilà, c'est de passer d'hébergeur à vraiment l'expérience client avec des activités qui sont locales, authentiques, et pas des activités comme ça qui sont amenées et systématisées de site à site. C'est ce qu'on fait aussi sur le prochain site du Lot-et-Garonne, le prochain Center Parks, qui sera de plus petite taille, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon interne, de mid-size. Donc, on aura en gros 400 cottages. On a tout un travail qui va être fait avec le local. C'est une destination où il y a énormément de production de fruits et légumes, évidemment. Alors, ça paraît évident, mais parfois, les réseaux, jusqu'à présent, on n'opère pas, nous, la restauration. Donc, il faut qu'on travaille main dans la main avec les opérateurs restauration pour que dans l'assiette, on trouve des choses qui sont locales, de saison. On le fait, mais encore un peu timidement. Et là, ça fait vraiment partie du cahier des charges. Et de toute façon, on va tous dans le même sens, c'est-à-dire que les difficultés qu'on a pu avoir il y a quelques années avec nos opérateurs de restauration en disant on aimerait bien ceci, cela, aujourd'hui, c'est une telle attente et un tel enjeu qu'ils y vont, donc on va dans le bon sens. Donc voilà 2-3 exemples de tourisme durable, de proximité. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Camille, et sur les apports de cette saison-là, je pense qu'en effet, il faut faire comme très attention à cet effet d'attractivité un peu forcée, quand même, il faut le dire, de la France cet été, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Peut-être que demain, dès que les personnes qui sont venues chez nous, pas spécialement chez Pierre et Vacances, mais qui sont restées en France, elles y étaient aussi contraintes et forcées. Par contre, il faut vraiment réaliser que nous, on l'a vu en montagne, par exemple. Autant je ne peux pas vous donner de chiffres précis, autant ce qui est sûr, c'est que la montagne a gagné en attractivité, particulièrement auprès d'une clientèle CSP+. Et du coup, c'est aussi une superbe occasion de montrer que oui, ça peut être vraiment sympa de passer des vacances à Val d'Isère. Ça peut être vraiment chouette de faire du vélo et de découvrir en effet des activités auxquelles on n'était pas habitué, alors qu'à l'habitude, on se met les pieds dans l'eau à Ramatuelle. Et donc, il faut réussir en fait à capitaliser là-dessus. Et j'en reviens encore à cette notion de proposons une vraie destination touristique. Nous ne sommes entre guillemets qu'hébergeurs.
le problème du tourisme, mais c'est aussi ce qui fait son attractivité, je trouve, en termes de secteur, c'est qu'on est tellement pluriacteurs qu'il faut réussir à mettre une dynamique. C'est pour ça que je tiens vraiment à se dire, faisons une destination touristique qui a réussi, qui est attractive et qui a réussi sa transition climatique et qui est attractive, et montrons en quoi c'est sympathique, quoi. Enfin, je ne sais pas, je crois que Vincent Voland, vous avez peut-être des choses à rajouter là-dessus. Merci Émilie. Alors, il nous reste a priori plus de temps, mais je vais quand même laisser un très court, enfin, je vais remercier l'ensemble des intervenants et des participants, et je vais laisser un très court temps de conclusion à Monsieur le député, et j'invite aussi les participants à rester en ligne pour la prochaine table ronde dédiée aux Outre-mer et à la neutralité carbone. Monsieur Roland, je vous laisse la parole pour conclure. Non. C'était juste pour confirmer ce que venait de dire Émilie. À la montagne cet été, un quart de nouvelle clientèle avec un pouvoir d'achat renforcé par rapport à ce que l'on connaissait habituellement, et surtout très surprise et heureuse de découvrir ce qu'ils ont vu. Ils n'avaient imaginé la montagne que l'été. Eh bien, c'est un bel exemple de durabilité que de se dire qu'on peut aussi avoir une... Ils avaient, imaginé la montagne que l'hiver. Ils ne connaissaient la montagne que l'hiver. Eh bien, bel exemple de durabilité que de se dire que la montagne, ça existe l'été, qu'on peut répartir les flux de clientèle de manière plus homogène. Eh bien, en mot de conclusion, j'invite donc, il y a eu ce hashtag en été 2020, je reste en France. Eh bien, je reste en France en 2021. Je lance le hashtag pour l'année prochaine. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.